Bonjour, bonjour et bienvenue dans Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. Et cette semaine, nous avons donc Jean-Phi. Bonjour Jean-Phi. Bonjour. Et nous avons Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Et oui, Emma, alors je vous présente Emma, chers auditeurs, chères auditrices. Emma est une formatrice à la méthode Getting Things Done, entre autres choses. Et on aura l'occasion dans une autre émission de lui laisser la parole sur un de ses autres dadas, en tout cas, de formatrice. Et elle a rejoint d'ailleurs notre équipe de formateurs GTD donc en début d'année, si je ne me trompe pas. Et du coup, elle s'est portée volontaire désignée pour nous rejoindre sur ce podcast aujourd'hui, sur d'autres aussi. Et je peux déjà vous dire que Emma va animer aussi des webinaires sur le site Productif et Serein, notamment sur les cartes mentales. Et oui. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler. Enfin, vous allez parler aussi, mais je vais vous entretenir aujourd'hui d'un bouquin qui s'appelle Indistractible. Enfin, je ne sais pas s'il a été traduit comme ça en français, mais c'est donc Indistractable en anglais. Et donc je parle sous le contrôle d'Emma parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Emma est anglaise. Donc je fais attention à mon accent. Oh yeah. Alors pour les francophones bien tassés comme moi, c'est indistractible. Oui. C'est donc pas indestructible. Et non. Mais c'est qu'on ne peut pas distraire en quelque sorte. Exactement. Hein, tu vois que le néologisme a porté. Hein, donc my English is very well. It is very good. Non mais c'est en anglais. Ah. Du coup, ce monsieur qui a commis ce bouquin s'appelle Nir Eyal. Nir Eyal, il est connu en fait pour autre chose que cet ouvrage. On va voir que peut-être qu'il essaie de se racheter, peut-être. Parce qu'en fait... Quelle faute a-t-il commis ? Comment tu dis ? Quelle faute a-t-il commis pour devoir se racheter ? Oh là, si tu savais, je vais te dire ça. Ah, c'est croustillant. C'est une des personnes qui a travaillé le plus sur le fait de rendre les produits et services addictifs. Ah. Voilà. Toutes les petites apps sur ton téléphone qui font bing bing, ou quand tu les vois tu dis « Oh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? J'irais bien voir, etc. » Voilà. Il n'est pas loin. D'accord. Alors, il n'est pas le seul à avoir fait ça, puisque en faisant ma recherche, finalement, je suis tombé sur quelqu'un que je connais bien, puisque je suis tombé sur BJ Fogg, le directeur du laboratoire de persuasion de Stanford, mais je vais essayer de vous reparler ça dans le sens que j'ai écrit pour ma chronique, parce que finalement, je l'ai écrite, donc ce serait pas mal que j'essaie de suivre. Okay. Du coup, donc j'avais déjà entendu parler de lui, ces fameuses, par l'intermédiaire de BJ Fogg et des fameuses Tiny Habits. BJ, ce que j'ai oublié de vous dire, à part le fait qu'il est fondateur de ce laboratoire de persuasion, c'est qu'il a été le prof de toute une palanquée d'élèves de la Silicon Valley, qui aujourd'hui sont les petits génies qui conçoivent les apps dont vous avez du mal à vous passer. De Facebook à Instagram, en passant par Google, Slack et tous ces machins-là. Voilà. Ils appliquent tous plus ou moins les préceptes du modèle de comportement de BJ Fogg, que je rappellerai un petit peu plus loin dans la chronique, mais qu'on a déjà vu d'ailleurs pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la création d'habitudes. On le détaille un peu dans ce là. Voilà. Donc il a parlé, il leur a enseigné ça, et eux en ont fait quelque chose d'appliqué. Voilà. Donc Nir a été un de ses élèves, il a travaillé pendant quelques années donc au développement des apps comme je disais, et il enseigne aujourd'hui à son tour, et là ils appellent ça la psychologie appliquée du consommateur. La psychologie du consommateur appliquée. Enfin, mais c'est pas le consommateur qui est appliqué, c'est la psychologie. Oui. Et il enseigne ça à Stanford aussi, parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc l'idée, c'est de rendre les utilisateurs dépendants. C'est ça, tout ce qui va pouvoir rendre les utilisateurs dépendants. Ouais. Ça, c'est dans notre version à nous un petit peu négative. Évidemment, la plupart du temps, ils présentent ça de manière moralement plus acceptable. D'accord. Mais ça revient à ça. Du coup, son premier bouquin, et je ferai une chronique sur son premier bouquin parce que c'est intéressant quand même, il s'appelle Hooked. Et il a sûrement été traduit en français, mais je fais mon snob, je ne connais pas le titre français. Et donc, dans ce premier bouquin, il parle précisément de comment faire pour construire des produits et des services qui rendent les gens accros. Donc, ce nouvel ouvrage est-il un mea culpa ? Je ne sais pas. Mais il estime clairement que nous sommes en droit aujourd'hui de reprendre le contrôle de notre attention, et on peut lui dire merci. Alors,
un des points à souligner, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va pas passer par une désintox. Parce que les outils qu'on utilise aujourd'hui sont tellement dans notre quotidien que de toute façon, se dire j'arrête Facebook totalement, ou j'arrête mon smartphone, ou des trucs comme ça marche pas. On en a trop besoin pour tout un tas d'autres choses, et ce sont des outils qui peuvent nous servir. No rehab. C'est pas comme ça. Non. Il va falloir changer des comportements, mais ça va pas être, si tu veux, par le sevrage, quoi. Parce que le sevrage marche pas très bien, et ça peut même avoir un effet contraire assez désastreux. Au sens où quand tu te prives trop d'un truc, hein, on a tous connu ça, on a arrêté nettement le truc, et puis au bout d'un moment c'était tellement insupportable que finalement on a sauté sur le paquet de Häagen-Dazs, et puis on a tout fini tout seul devant la télé, regardant un bon Netflix, tout ça, et ça faisait du bien pendant les premières minutes. Du coup, ça va plutôt passer par quelque chose de plus proactif. Comme on parle de l'attention, finalement, tous ces gens, ce qu'ils font, c'est capter notre attention. Et la captation de l'attention, elle passe beaucoup par notre impulsivité. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup compter sur l'impulsivité et ils vont tout faire pour faciliter l'impulsion. D'accord ? Ils vont enlever tous les freins possibles pour qu'on ait le moins d'efforts possible à fournir pour céder, si vous voulez, à la tentation. Et donc, l'ennemi bien connu de l'impulsivité, c'est la planification. Alors planification, pas forcément au sens où on va se faire un plan projet en 5 étapes sur 20 ans avec plein de sous-cases et tout, mais plutôt le fait de décider à l'avance de ce qu'on va faire, de la manière dont on va le faire, le plus possible. C'est ça qui va nous permettre de reprendre la main, en fait, et de contrer notre impulsivité. Donc, comment éviter les distractions, puisque être indistractible, c'est être incapable d'être distrait, incapable de distraction. Alors, j'aime bien, c'est un petit mot qu'il a mis, j'avais mis ça sur LinkedIn aussi, ce petit mot-là. Le contraire de la distraction, on a tendance à penser que c'est quoi, à votre avis ? Le contraire de la distraction. Tu dis quoi, Emma ? Être focalisé. La concentration. Ah, c'est ce qu'on penserait. Et je suis très heureux que vous m'ayez répondu ça, parce que non. Vous êtes tombé dans le piège, c'est ça. C'est vraiment le contraire. Le contraire. Oui, j'aime bien, c'est mon petit jeu. Parce que je suis tombé le premier, évidemment, dedans aussi. Le contraire de la distraction, étymologiquement, c'est la traction. Eh oui. Et oui. Et donc, l'attraction, ça va être la capacité à poursuivre et à entraîner vers un but précis. Créer de la traction, donc en deux mots, de la traction, pas de l'attraction, mais de la traction sur un sujet, c'est s'acheminer de plus en plus vers sa réalisation, le poids des choses réalisées nous attirant davantage vers la fin. Autrement dit, plus on en fait, plus on est attiré et plus on continue à en faire. Voilà, dans ce truc-là. Donc, la distraction, c'est tout ce qui nous déraille. Étymologiquement, c'est tout ce qui nous sort, tout ce qui nous pousse hors de notre chemin de traction. Et donc, la pire distraction qui soit, c'est pas forcément de rien faire, ou de faire des petits trucs à droite à gauche, etc. C'est de travailler dur sur autre chose que ce sur quoi on avait prévu de travailler dur et qu'on sait être meilleur. Ça rappelle quelque chose. Je vois que vos yeux, parce que moi j'ai zoom, donc je vous vois vos yeux qui s'éveillent. On va faire le lien. Et voilà. Donc dans ce jeu de l'attraction vers notre but et de la distraction qui nous meut ou nous tire en sens contraire, interviennent deux types de déclencheurs. Alors déclencheur, si vous vous rappelez, on a parlé de BJ Fogg tout à l'heure. Le modèle de comportement de BJ Fogg, c'est de dire que pour qu'un comportement ait lieu, il faut la conjonction de 3 facteurs: la motivation, d'accord, l'envie de faire le truc, la capacité à le faire, et puis le déclencheur. Parce que même si on a très envie et qu'on est capable de faire un comportement, s'il n'y a rien qui nous pousse ou qui nous rappelle de le faire, eh ben on le fait pas. Donc ce déclencheur, c'est l'élément déclencheur, pour le coup, qui fait que ou bien on va aller vers l'attraction, ou bien on va aller vers la distraction. D'accord ? Et ces types de déclencheurs, il y en a deux. Des déclencheurs internes
et les déclencheurs externes. Alors, déclencheurs internes, c'est assez classique, c'est ceux qu'on génère nous-mêmes. D'accord, c'est nos propres pensées, notre cerveau. Bah, j'ai froid, je vais chercher un morceau. J'ai froid, je vais chercher un manteau. J'ai faim, j'ouvre le frigo. Je m'ennuie, j'appelle un ami. Ou j'ouvre le frigo. Enfin voilà, c'est tous ces genres de trucs-là. Et puis, on a les déclencheurs externes qui sont générés par l'environnement. Et là, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est toutes les petites notifications, les petits ding-dong qui sonnent dans tous les coins. Le collègue qui passe la tête par la porte. Ou parfois, même un objet qui, à lui seul, déclenche une impulsion. Il a été prouvé que la vue d'un smartphone déclenche l'impulsion de sans-désir, même si le smartphone ne bouge pas. Même s'il est éteint, etc. On le voit, on a envie de le prendre. Les télévisions éteintes déclenchent l'impulsion de les allumer. Et tout ça, ce sont des impulsions. Hein. Finalement, voilà, c'est un déclencheur. Tu vois le truc et tu as envie. Dans un autre ordre d'idée d'ailleurs, mais qui est un peu connexe, un bureau en bazar ou un lieu de travail en bazar sollicite beaucoup notre attention parce que ça a tout un tas de petites impulsions de ranger, de nous saisir d'eux, de nous rappeler d'eux, etc., qui fait qu'on est moins concentré, moins disponible. Voilà. Donc, qu'ils soient internes ou externes, ces déclencheurs, soit ils vont dans le sens de la distraction, soit ils vont dans le sens de l'attraction. Et évidemment, toutes les apps, ce genre de choses, vont plutôt dans le sens de la distraction, puisque le job de ces applications-là, c'est qu'on y passe le plus de temps possible. Donc, pour devenir indistractible, il va nous falloir agir sur les 4 aspects, c'est-à-dire les 2 déclencheurs que j'ai mentionnés, l'attraction et la distraction. On va agir sur les 4. D'accord. Ok. C'est-à-dire on agit à la fois sur la cause et sur les effets. Eh oui. Et oui. Et sur ce qu'on souhaite aussi. Non mais c'est bien, c'est bien. Je vois que tu suis, ça me fait plaisir. Alors, ces 4 étapes à lui, la première, ça va être de commencer par les déclencheurs internes. Il va s'agir de maîtriser nos déclencheurs internes. La deuxième étape, ça sera de hacker les déclencheurs externes. Alors, j'ai pas trouvé de meilleur mot en français, mais en gros de... les s'en défaire, quoi. Comment tu dis? Endormir, je sais pas. Ouais, pardon. Comment tu dirais toi, hacker, Emma? Tiens, paf. Ça, c'est dans l'autre sens que ce qu'elle a l'habitude de faire, mais... J'ai dit de s'en défaire, mais je sais pas. Ouais, s'en défaire. Contourner peut-être. Contourner. Tu vois, dans l'idée de s'en servir, mais à une utilisation qui n'était pas celle prévue au départ. Neutraliser peut-être. Oui. Alors, et ensuite, troisième chose, on prévoira du temps pour l'attraction. Et quatrième point, on préviendra les distractions à l'aide de pactes. Et évidemment, je vais vous définir ce qu'il appelle un pacte, parce que c'est assez intéressant aussi. Alors, le postulat. On prévient, c'est ça, on prévient. On prévient les distractions. Prévenir, ça veut dire empêcher... C'est à l'avance. Ça rejoint la planification dont je parlais au début, c'est de se dire, ok, je sais que je risque de me faire distraire de ce gros bouquin que je dois écrire parce que peut-être qu'il y a un truc intéressant sur Facebook. On verra à ce moment-là comment faire. Donc, le postulat, c'est qu'on a cru longtemps que le cerveau humain, il fonctionnait sur un mode punition-récompense. Beaucoup de gens continuent à le penser. Or, il se trouve que c'est inexact. Le cerveau humain, trouve-t-on maintenant, est motivé par l'évitement de la douleur ou de l'inconfort plus que par n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que la récompense, qu'on appelle la récompense en fait, c'est pas tant la chose positive en soi qu'on reçoit après le bon comportement, que le résultat de l'évitement de la conséquence négative qu'on aurait subie si on n'avait pas agi. C'est ce qui explique aussi que tous les discours qui provoquent l'inconfort ou la douleur sont beaucoup plus susceptibles de nous faire agir que ceux qui brossent dans le sens du poil. Et le marketing en sait quelque chose. On dit souvent en marketing, trouver le point de douleur, agiter le point de douleur. Parce que c'est ça qui fait que la personne va construire du sentiment et va réagir dessus. Et les distracteurs internes, puisqu'on va parler d'eux en premier lieu, ils sont la plupart du temps dus à une volonté d'échappatoire ou d'évitement. Et il va falloir, en fait, si on veut vraiment les maîtriser, retrouver la cause première. Parce qu'en fait, cet échappatoire ou cet évitement, c'est un comportement qui est une conséquence d'une cause racine beaucoup plus profonde. La mauvaise relation que j'ai avec mon conjoint, par exemple, c'est pas le cas, je dis pour les auditeurs, mais enfin, c'est un exemple, ça peut prendre la forme d'un des deux qui va passer son temps au bureau le soir,
plutôt qu'entrer à la maison, ou qui, quand il est à la maison, va passer son temps sur le smartphone ou sur le truc, etc. C'est pas le smartphone qui est en soi, c'est pas le smartphone qui est addictif, la personne, elle est pas addictée au smartphone, mais elle a un comportement d'évitement parce que le fait d'être sur le smartphone lui évite l'inconfort de devoir se confronter à son conjoint, en l'occurrence. D'accord ? Et c'est pas forcément conscient. Du moins, c'est pas forcément avoué, en tout cas. Voilà. Du coup, la seule manière de maîtriser ces déclencheurs internes, ça va être d'essayer de se dire, d'abord de se rendre compte, évidemment, oh là, j'avais prévu un truc, je suis en train de faire autre chose. Et donc, pour désamorcer la distraction, aller chercher la cause première, en changeant notre manière d'envisager le sujet. Tenter simplement d'annuler la distraction, ça marchera pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Si je coupe le smartphone et que je m'empêche de faire un smartphone, je trouverai autre chose. Alors, les gens qui ont essayé la cure de smartphone, ils continuent à procrastiner, mais avec autre chose. Ça va être en prendre un bouquin, ça va être faire le ménage, ça va être faire je sais pas quoi, moi. Mais, vous voyez. Donc, pour arriver à ça, le premier truc, c'est quand on va s'apercevoir qu'on est en train de procrastiner, on va se dire, ok, essayez de se rappeler et de considérer l'émotion qui a précédé immédiatement la distraction. J'avais prévu de me mettre sur un super article, un truc comme ça à faire, et puis je m'aperçois que ça fait 3 minutes que je suis sur Facebook à faire le fil de machin. Qu'est-ce qui a fait que je me suis mis sur Facebook ? Alors oui, tiens, je me suis dit, est-ce que machin fait des nouvelles ? Mais finalement, comment je me suis senti au moment où je me suis dit, allez, j'écris mon article. D'accord ? Qu'est-ce que ça m'a fait ? Il y a ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Ça fait beaucoup penser à ce dont tu es en train de parler. Tu sais, il y a des actions que l'on fait ou que l'on ne fait pas, et c'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire à le faire ou à ne pas le faire. Et oui. Je trouve que ça ressemble. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, on va rester sur ce sentiment, cette émotion qu'on était là, et on va l'écrire. Okay, donc on va écrire le déclencheur interne. On va dire, j'ai voulu écrire mon article, puis je me suis senti submergé, quoi. Un peu étouffé par le machin, j'ai eu envie d'air, j'ai eu besoin de les... Voilà, on va être un peu là-dessus, et on va explorer les sensations négatives. Et ce qui va être important dans cette phase d'exploration, c'est d'avoir l'esprit curieux, et pas l'esprit méprisant, pardon. De se dire, je suis nul, j'ai encore procrastiné. L'auto-empathie, finalement, ça revient à ça, hein, ça fait des miracles là-dedans. C'est se dire, ok, j'ai ressenti ça, bon, je l'ai ressenti, ok, très bien. Pourquoi ? Et être curieux vis-à-vis de ça. On a trouvé que les gens qui pratiquaient l'auto-empathie sur eux-mêmes, notamment dans les cohortes de gens qui essaient d'arrêter de fumer, ça marchait très très bien. Parce qu'une fois qu'ils reprenaient une clope, plutôt que se dire « je suis nul, j'ai pas tenu, j'y recommence, etc. », pratiquer l'auto-empathie pour soi permettait finalement de moins fumer par la suite. Voilà, il parsème un petit peu son ouvrage de ces exemples-là relatifs à l'arrêt de la cigarette. Donc voilà, j'en mentionne ici. Il s'agirait de se dire quoi à ce moment-là ? Alors, l'auto-empathie, je laisse la parole à mon spécialiste et néanmoins collègue et ami, Jean-Phi. Au lieu de se dire « je suis nul », c'est quoi ? C'est-à-dire, en fait, l'auto-empathie, alors justement, pour vérifier peut-être la sensation, il y a des listes d'émotions. Et notamment pour ceux qui pratiquent la communication non violente. Et ça aide pas mal à retrouver quelle est de pouvoir nommer la sensation. Parce qu'en fait, les émotions, il y en a plein de différentes. Et l'auto-empathie, je dirais, c'est justement prendre peut-être le fait nu, c'est-à-dire pas avec justement tous les jugements que je m'impose et que je mets dans mon sac et qui me courbe le dos, quoi. C'est-à-dire, si je suis au régime et que j'ai mangé un truc au chocolat, c'est oui, ok, je viens de le faire. Comment je me sens avec ça, et c'est finalement d'être un peu plus tranquille avec l'émotion que vive et désagréable qu'on pouvait vivre au moment de la culpabilité, quoi, en quelque sorte. Donc, je suppose qu'en fait, avec ça, on fait de la tranquillité d'esprit, quoi. Oui, on revient au fait, quoi. C'est plus factuel. Exactement, c'est factuel. Voilà, j'ai bouffé ce truc-là. Au début, je me sentais comme si, parce que ça a dû avoir un bénéfice secondaire, peut-être d'un besoin de réassurance ou quelque chose comme ça. Et puis là, paf, avec cette auto-empathie, ça y est, je suis tranquille et je reviens simplement au fait qui est pas si grave. Finalement, voilà, c'est juste de pas recommencer si mon intention profonde, c'est de perdre du poids. Okay.
Merci. Voilà pour cet éclairage sur l'auto-empathie. Et donc, le dernier point, pour désamorcer la distraction, donc je rappelle, hein, on considère l'émotion qui précède la distraction, on l'écrit de déclencheur interne, on explore les sensations, et en quatrième point et dernier, l'idée ça va être de prendre conscience de ça et d'essayer la technique du surf, surfer la vague. Technique bien connue aussi et qui marche très bien, des gens qui essayent d'arrêter un comportement, c'est de se dire, si je reprends la cigarette, et moi je me rappelle qu'à titre personnel ça va très bien marcher, c'est de se dire ok j'ai envie d'une cigarette maintenant, bon, d'accord, dans 5 minutes. Et de partir à autre chose. Parce que le fait de l'accepter et de se dire ok dans 5 minutes, on se dit bon bah j'ai plus besoin de lutter, j'ai accepté, je vais la fumer. Mais dans 5 minutes. Et il se trouve que tu te mets à faire des trucs, et que finalement il s'est passé peut-être 10 minutes, un quart d'heure, avant que tu penses à reprendre ta clope. Et donc c'est toujours ça de gagner. Voilà. Et le fait de se dire après, 15 minutes après, allez, encore dans 5 minutes, au bout d'un moment on finit comme ça par repousser de plus en plus. Voilà. Donc ça va être le moyen de maîtriser ces déclencheurs internes. Voilà. Je passe un petit peu plus de temps là-dessus parce que c'est assez original dans son livre, je trouve que c'est un des apports. Tout dans le bouquin n'est pas super, mais cette partie-là était sympa. Et ensuite, il y avait aussi l'idée, que j'ai trouvée intéressante, de remettre les priorités dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'a priori, on vit, nous, dans un espace et un temps où notre survie, pour la plupart d'entre nous, n'est pas en jeu. Donc les bonnes priorités dans ce cas-là à mettre, c'est d'abord, en ce qui concerne les priorités du domaine de la vie, c'est d'être d'abord les priorités qui concernent moi, mon bien-être à moi, en tant que personne, prendre du temps pour moi. En deuxième, prendre soin des relations. Et ça, l'étude la plus complète qui a été jamais faite sur la longévité de l'espèce humaine est formelle. Hein. Les gens qui vivent le mieux et le plus longtemps sont ceux qui ont un réseau affectif, un réseau relationnel très solide. Que ce soit des conjoints, que ce soit des amis, etc. Donc c'est vraiment prendre soin des relations avec l'autre. Et en dernier lieu, en troisième lieu en tout cas, l'activité. Donc l'activité, qu'elle soit professionnelle ou pas d'ailleurs, hein, qu'on ait de l'argent en échange de ça ou pas, mais le fait de faire les choses. Or la plupart du temps, on s'aperçoit que les gens font d'abord l'activité, éventuellement ensuite les copains et la famille, et puis après moi. Et finalement c'est à l'envers. D'accord. Si vous prenez le temps pour vous de faire du sport ou d'aller vous promener, etc., bah vous rendez davantage possible et dans de meilleures conditions le relationnel que vous aurez aux autres après, puisque vous-même vous serez apaisé, et de fil en aiguille, l'activité qui suivra le fait d'avoir nourri vos relations, ça marchera bien. Donc en gros dans la vie c'est je vais à la piscine, ensuite je m'éclate avec ma conjointe, mon conjoint, mes enfants, etc. Et en troisième lieu, je passe l'appel au client et je fais les courses. Oui, si je devais aller comme ça. Donc ça c'est pour l'interne. Je passe maintenant aux déclencheurs externes. Déclencheurs externes, on les connaît, il y a beaucoup de littérature dessus, donc je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps. Hein. C'est le fait d'arrêter les notifications, c'est le fait de se mettre en mode silencieux, de se mettre en mode ne pas déranger le plus possible, de définir des plages de temps dans lesquelles on peut être dérangé, d'avertir les collègues de ces plages de temps, ce genre de choses. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça. Peut-être juste pour citer la question, qui est assez intéressante, il dit, lui, si jamais on n'est pas sûr d'un déclencheur, est-ce que je dois me laisser interrompre par ça ou pas? C'est de se dire, est-ce que ce déclencheur me sert, ou est-ce que c'est moi qui le sert? Voilà, et en ayant répondu à cette question-là, on doit pouvoir se dire après, bah finalement, ce déclencheur-là, j'en veux plus, ou au contraire, oh bah lui, ok, il peut rentrer. Ouais. Pareil, il parle aussi beaucoup des emails, mais ça, on va pas forcément non plus... il y a un excellent livre de Romain. Il y a un excellentissime bouquin, absolument, voilà, qui parle de ça. Il mentionne effectivement une vérité, quelque chose qui est assez vrai, que j'avais pas mentionné, d'ailleurs, que je n'ai pas vu mentionner dans cet excellent bouquin dont tu parles, Jean-Philippe. C'est que pour recevoir moins d'emails, il faut aussi en envoyer moins. C'est pas totalement faux. David Allen a une citation qui est un peu différente, mais que j'aime bien aussi. Il dit plus je réponds vite aux emails, plus les gens réfléchissent avant de m'en écrire. Et je trouve ça pas mal. Plus je réponds vite à un email, plus les gens réfléchissent avant de me répondre. C'est un peu ça. Ou avant de m'écrire. Parce qu'ils se disent que tout d'un coup, boum, ça va leur revenir dessus tout de suite. Alors que souvent, les emails, on le fait en disant, hop, là j'ai envoyé mon truc, maintenant la balle est en face. Ouais, mais la balle, elle revient tout de suite. Donc du coup, voilà, ça, bon. Mais on n'est plus dans le bouquin. Voilà. Donc,
le reste du bouquin, il va parler de reprendre le contrôle sur les mails, sur la messagerie de groupe, sur l'ordinateur du bureau, sur le smartphone, tout ça. Donc il y a déjà beaucoup de littérature. Il n'y a rien de franchement super nouveau. Vous pourrez trouver des articles, des trucs comme ça sur le site qui parlent de ça. Le dernier point qui lui est intéressant, sur lequel j'aimerais encore passer quelques instants, c'est ce qu'il appelle les pactes. D'accord, le quatrième point. Parce que, pardon, si je reviens tout au début, je vous ai dit, il y a 4 choses. Maîtriser nos déclencheurs internes, hacker les déclencheurs externes, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Prévoir du temps pour l'attraction, ça, en fait, c'est tout simplement du timeboxing. Lui, il dit timeboxer. Et alors, timeboxer, mais façon orthodoxe. Vous commencez à 8h, et chaque minute, de 8h à 18h ou à 22h, doit être timeboxée. Vous prévoyez du temps pour aller sur Facebook. Vous prévoyez du temps pour aller sur Facebook. Vous prévoyez du temps pour vos emails. Vous prévoyez du temps pour votre famille. Vous prévoyez du temps pour le conjoint, pour les enfants, pour le machin. Lui, il saucissonne tout comme ça. Je suis pas forcément fan du truc, mais enfin, c'est sa solution à lui. Timeboxing à fond les ballons. Et donc, comme c'est quelqu'un qui est plutôt adepte du deep work, façon Cal Newport, etc., lui, il se prend des grosses plages, effectivement, de travail de fond, d'écriture de bouquins, des choses comme ça. Donc, à chacun adapté, mais voilà. Donc, je vais pas plus loin que ça. En timeboxing, on fera peut-être, pourquoi pas, un épisode entièrement sur les différentes possibilités de faire du timeboxing. Mais ça revient à ça. Timeboxing et time blocking, c'est pareil. Ouais. Quatrième point, donc, prévenir les distractions à l'aide de pactes. Et c'est ça qui est assez intéressant. Le pacte, donc, c'est le fait de décider à l'avance de ce qu'on fera lorsqu'on sera distrait. L'idée, c'est d'utiliser ça, évidemment, pour rendre plus difficile le fait d'accéder à une distraction. On a un peu ça dans la manière de contrer les déclencheurs externes. Si je fais en sorte que la première page de mon smartphone soit vide, je me suis mis une pierre de plus à bouger pour accéder à l'application que j'ai envie. C'est un peu ce genre-là. Alors les pactes, il en cite 3. Il y a le pacte de récompense. Celui-là, il est bien connu, c'est de se dire, typiquement, si j'arrive à faire ce que j'avais prévu, je m'offre telle récompense, tel cadeau. Mais il le dit lui-même, ça marche pas, ça marchote. Ça marche pas mal, mais il y a pas mal de situations dans lesquelles ça marche pas. Et comme on a vu au début, la récompense, c'est surtout le fait d'avoir évité l'inconfort ou la douleur qui aurait lieu si on n'avait pas réussi. Et donc, forcément, à l'inverse du pacte de récompense, il y a le pacte de punition, qui marche beaucoup mieux, qui est de se dire, si je n'arrive pas à faire ça, je fais un chèque de 10 000 € à Jean-Phi. Ou à Emma. Ou je fais 5-5, voilà. Ouais, et du coup... Les auditeurs à penser à cette stratégie. Tu vois Eh ben, ça va marcher beaucoup mieux. Parce que je vais être beaucoup plus motivé par le fait d'éviter l'inconfort ou la douleur que par le fait d'être récompensé par quelque chose. Voilà. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est le troisième qui mentionne, qui est le pacte d'identité. Parce que moi, je trouve personnellement qu'il est super fort celui-là. Et je l'avais utilisé à l'époque sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. À l'époque, c'est-à-dire quand j'avais arrêté de fumer. Enfin, quand j'ai arrêté de fumer. Quand je me souviens, une des stratégies, donc il y avait le surfing, il y avait le fait d'avoir un patch aussi, mais je m'étais dit, je ne suis pas un fumeur qui arrête de fumer, je suis non-fumeur. D'accord ? Je suis quelqu'un qui est non-fumeur. Et donc, j'ai intégré ça dans mon identité. J'ai modifié mon identité de moi, Romain Bisseret, qui était, moi, Romain Bisseret, entre autres choses, fumeur, à moi, Romain Bisseret, tout un tas d'autres choses, non-fumeur. Et ça change plein de choses. Parce que ça veut dire que si j'agis en conformité avec ça, si je suis non-fumeur, déjà, je vais pas rentrer évidemment dans un tabac. Déjà aussi, je vais pas dans les endroits où les gens fument, parce que je supporte pas ça, je suis non-fumeur. Donc, je vais aller dans tous les endroits où il y a que des gens non-fumeurs. Je vais agir vraiment comme j'ai vu les non-fumeurs agir quand moi j'étais fumeur. Vous voyez ce genre de truc ? Et ça marche pour plein de choses. Et c'est plus efficace de se labelliser avec un nom, en disant non-fumeur, plutôt que se dire je suis quelqu'un qui ne fume pas. Hein ? C'est subtil, hein ? Mais ça marche. Voilà. Donc, ce pacte d'identité peut aussi beaucoup vous aider en vous disant, à partir d'aujourd'hui, moi je suis indistractible. Voilà. Plutôt que je suis quelqu'un qu'on peut pas facilement distraire.
du coup, il faut quand même avoir des critères assez précis sur cette identité. Par exemple, si je suis indistractible ou si je décide d'être hyper sportif ou quelque chose Mhm. comme ça. Il faut réussir à nommer et avoir des critères de ce que c'est. Il en parle de ça? Comment il Il le détaille pas forcément, détaille pas forcément? mais c'est un excellent point, parce qu'effectivement, c'est très vrai. C'est une recherche. Alors toi et moi, on a été comédiens, Jean-Philippe. Oui. A priori, quand on a un nouveau personnage qui a des caractéristiques de ce genre-là, on va faire un peu de recherche. Pas été spécialement sportif, je dois jouer un mec qui est super sportif. C'est quoi un mec super sportif? Et tu vas regarder des gens qui font du sport, qui sont super sportifs, et tu vas percevoir que, bah tiens, il a toujours sa bouteille de Gatorade à la main, ou pardon, j'ai cité une marque. Ou ah tiens, il est tout le temps en jogging, ou tout le temps en pompe de sport, ou ouais. Tu vois, tu vas chercher des choses comme ça. Et bah du coup là c'est un peu la même chose. Si tu dis que t'es indistractible, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est indistractible, c'est quelqu'un qui laisse pas rentrer la distraction. Bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de dire de 9 à 11, j'existe pas. De 9 à 11, je ne relève pas mes emails, je ne suis pas accessible de l'extérieur. Parce que quelqu'un d'indistractible, c'est ça. Ouais. Et donc tu vas essayer de te trouver des choses. Quelqu'un d'indistractible, c'est quelqu'un qui fait en sorte d'éteindre toutes les notifications de son téléphone. Et tu vas mettre en place tout un tas de stratégies comme ça qui vont correspondre à cette identité. C'est-à-dire, en fait, je monte plein de petits barrages Ouais. sur ce qui pourrait être ma distraction. Par exemple, quand on n'a pas envie de se mettre à quelque chose, on fait tout ce qu'il y a autour pour pas. Donc, ça veut dire, en fait, ça demande un effort de visualisation, quand même. Oui, ça aide beaucoup la visualisation là-dessus. Ouais. Ouais. Tout ce qui va valider l'identité finalement. Ton identité de toi, indistractible. D'accord. Ok. Et donc le nom, c'est important. Et ce qui va être important aussi, et ça j'en profite pour le partager justement à toutes les personnes qui ont pu faire les formations GTD ou qui ont pu faire n'importe quelle formation d'ailleurs, tous les gens qui essaient d'apprendre quelque chose, la meilleure manière de pratiquer, c'est d'enseigner, de former les gens. Parlez-en autour de vous. Vous avez découvert un nouveau truc, vous essayez d'apprendre quelque chose, parlez-en autour de vous, expliquez-le à d'autres personnes, etc. Parce qu'en faisant ça, d'abord, vous allez réactiver l'information pour vous-même, d'accord ? Et ensuite, vous allez vous mettre en situation de créer une pression sociale positive. Parce que du coup, vous vous mettez en situation vis-à-vis des personnes à qui vous partagez ça, d'être le référent sur la chose. Et donc, vous allez éviter de raconter n'importe quoi. Vous allez vous renseigner avant de parler, ou dire que vous savez pas et vous renseigner après, et vous allez vous-même modéliser la chose davantage. Pour vous-même, même quand vous êtes tout seul. On se met dans la peau de l'expert, finalement. Exactement. Voilà. Donc, devenez indistractible, parlez-en autour de vous, et vous serez indistractible. Voilà. Eh bien. Qu'est-ce que ça vous évoque, enfin? De mon côté, je dirais que c'est intéressant dans le sens où ça prend en compte notre vérité émotionnelle. Donc ça, je trouve que c'est voilà, par rapport à tout un tas de méthodes qui vous disent alors faut faire comme ci, comme ça, puis vous mettez comme ça. Là, il y a quelque chose qui est en lien, qui est connecté à quelque chose de vivant. Et donc ça, je trouve ça super intéressant dans ce sens-là. Et puis également toute cette stratégie de barrage, de pas accéder à nos tentations finalement, en ayant essayé d'analyser le pourquoi et d'être tranquille avec le pourquoi en fait. Et ça, je trouve ça assez fort. Alors tout ça, c'est des choses comportementales hein, qui peuvent nous aider. Mais je trouve que ça ne peut marcher que si c'est connecté à ce qu'on est profondément, et là, ça a l'air d'être le cas. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a su justement jouer avec l'être humain, qui a su pour le mal en fait, sur le mal entre guillemets, dans un premier temps en tant que designer, c'est voilà pour essayer d'attraper justement notre attention. Et aujourd'hui, oui, on a l'impression, en tout cas, avec ce livre, qu'il utilise finalement c'est les mêmes clés finalement. C'est jouer sur l'être humain, sur l'émotion, mais là pour le bien entre guillemets. Pour la bonne cause. Plutôt, oui, bien faire, pour arrêter de nous disperser finalement, quand on se focalise
sur une chose à la fois et la chose qu'on avait décidé de faire qui va nous faire avancer. Donc ouais, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et puis, Yes. ouais, Partir du négatif et puis arriver sur quelque chose de plus positif. ouais, déjà, puis je crois qu'effectivement, quand on arrive à faire les choses, ce sur quoi on s'est engagé, bah, il y a quand même une forme de fierté, quoi, quelque chose qui rend la vie plus agréable. C'est assez momentané, mais enfin, quand même, ça existe. Ça marche. Bon, eh ben écoutez, je vous parlerai de son premier bouquin, pour le coup, le bouquin du mal, Rapport s'obscure. Euh, une autre fois. Productif et serein, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention, justement. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, si ça vous plaît, à en parler autour de vous, à vous faire l'évangile de notre petit podcast. Il deviendra grand. Et à en parler sur le forum. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.